Connie Converse n'est probablement pas un nom que beaucoup d'entre nous connaissent. Musicienne talentueuse, elle a déménagé à New York à l'âge adulte et a fini par commencer à écrire et à se produire dans les années 1950. Bien qu'elle ne soit jamais vraiment devenue célèbre, elle est très respectée dans le monde de la musique et considérée comme la première interprète du genre auteur-compositeur-interprète. Mais il est possible que Connie ne soit même pas consciente de l'importance de ses chansons pour certaines personnes, car elle a disparu un jour de 1974 et n'a jamais été revue. Elizabeth Eaton Converse est née le 3 août 1924 à Laconia, dans le New Hampshire, mais elle a passé une grande partie de sa jeunesse dans la capitale de l'État, Concord. Enfant du milieu parmi trois, Connie avait deux frères, Paul, de 3 ans son aîné, et Philippe, de 5 ans son cadet. Les enfants ont été élevés dans une famille baptiste stricte, où le père était pasteur et la mère, décrite comme musicienne, était femme au foyer. Peu après leur installation à Concord, le père de Connie a quitté l'église pour diriger la section locale de la Ligue Anti-Saloon, l'organisation de lobbying qui visait à maintenir la prohibition. Même si son éducation était très religieuse et que ses parents restaient fermes dans leurs convictions, Connie et les autres semblaient avoir eu une enfance heureuse. Ils lisaient souvent Shakespeare en famille, se répartissant les rôles entre eux. Philippe attribuera plus tard à sa sœur le mérite de l'avoir élevée dans un essai sur sa sœur aînée qu'elle a écrit en 2000. Il se rappelait « J'ai toujours un pincement au cœur en évoquant cette vérité, car cela laisse penser que nos parents étaient absents pendant des années. En réalité, ils étaient bien présents et aimants, mais j'ai passé plus de temps avec elle, ce qui était psychologiquement réel pour moi. » Sous l'emprise de ma sœur, Connie, Philippe déclara qu'elle avait toujours eu un don créatif. Il se rappelait quand elle avait peint un portrait grandeur nature de Robin des Bois sur le mur de la salle de couture avec la forêt de Sherwood en arrière-plan. Il remarqua qu'à l'époque, il n'avait aucune idée que les autres petits garçons n'avaient pas un dixième de sa chance. Connie utilisait le mur peint comme décor pour les spectacles qu'elle organisait pour ses frères et sœurs. Non seulement elle avait un talent créatif, mais Connie avait aussi une soif de connaissances. On savait qu'elle mémorisait de la poésie et lisait sur les politiciens, les explorateurs et d'autres figures marquantes de l'histoire. Adolescente, Connie a fréquenté le lycée Concord, où elle excellait. Elle était majeure de promotion et a remporté 8 prix académiques, dont une bourse pour le Mount Holyoke College dans le Massachusetts. Connie a suivi la tradition familiale, sa mère et sa grand-mère étant toutes deux diplômées de l'université. Cependant, Connie a abandonné ses études après 2 ans et a déménagé à New York, où elle a laissé tomber son prénom de naissance, Elizabeth, et a adopté le nom de Connie, un surnom que lui avaient donné ses nouveaux amis. L'objectif de Connie était de faire carrière dans la musique, et le fait qu'elle ait abandonné l'école pour cela a été un véritable choc pour ceux qui la connaissaient. Elle n'avait pas touché à un instrument de musique depuis qu'elle avait arrêté les cours de violon au collège, et sa décision soudaine a laissé ses parents dévastés. Philippe a déclaré « Je pense qu'ils ont supposé qu'elle leur échappait, et à mon avis, ils avaient peut-être raison. » Il a qualifié ces actes de purs actes de rébellion. Dans les années 1950, Connie a d'abord travaillé à un poste éditorial à l'Institut d'études du Pacifique avant de rejoindre l'imprimerie Academy Photo Offset lorsque l'organisation pour laquelle elle travaillait initialement a fait faillite. Elle a vécu à Greenwich Village, Hell's Kitchen et Harlem et a commencé à utiliser son temps libre pour écrire de la musique et se produire devant des amis, jouant de la guitare en chantant. Durant cette période, Connie a aussi commencé à boire et à fumer en contradiction avec son éducation religieuse stricte. Ses parents auraient rejeté sa carrière musicale et son père ne l'a jamais entendu chanter avant sa mort. Il semblait ne montrer aucun intérêt pour la nouvelle vie de leur fille, et il a été supposé que ses parents ont rejeté ses choix parce qu'elle allait à l'encontre de l'éducation qu'elle avait reçue. En 1954, Connie a fait sa première et unique apparition publique, connue lorsqu'elle est passée dans l'émission The Morning Show sur CBS. Cela avait été organisé avec l'aide de Gene Deitch, artiste de bande dessinée et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Avec un magnétophone qu'il utilisait pour enregistrer de nombreux morceaux de Connie, il était passionné par sa musique et a soutenu sa carrière.
Écrivant à un journaliste pour le Hall, Deitch déclara « Il y avait beaucoup de chanteuses meilleures que Connie, mais il y en avait peu d'aussi intelligentes, cultivées ou belles. Ces chansons me hantent encore. » 2 ans plus tard, Connie a enregistré un album pour son jeune frère, Philip, qu'elle a intitulé Music Volumes 1 et 2. Et en 1961, elle était devenue frustrée d'essayer de vendre sa musique alors qu'elle peinait à trouver le succès. La même année, Bob Dylan a déménagé à Greenwich Village et est rapidement devenu célèbre, sortant son premier album en 1962 après avoir signé avec Columbia Records. Potentiellement désabusée par New York et son rêve, Connie a ensuite quitté l'État pour emménager avec Philip qui vivait à Ann Arbor dans le Michigan. Aujourd'hui, certains journalistes et fans qualifient Connie de femme en avance sur son temps, mais alors que ses homologues masculins trouvaient le succès dans le même genre. Il semble possible que son genre ou son manque de relations dans l'industrie ait contribué à ce qu'elle considérait comme son échec. Elle n'était pas politique, ni par son apparence, ni par sa musique, ce qui a conduit à ce qu'on la considère comme une curiosité. Elle n'était pas glamour non plus. À une époque où les femmes étaient censées être soignées, à tout moment, Connie arrivait dans les salles de concert sans maquillage, avec de longues robes informes et un chignon pratique. Jen Deitch affirmait que les producteurs et les managers de l'industrie la trouvaient trop difficile à vendre. D'après tous les témoignages, dans les années précédant sa disparition, Connie menait une vie sans histoire. Elle a travaillé comme secrétaire, puis est devenue rédactrice et rédactrice en chef du Journal of Conflict Resolution en 1963. La revue était une publication académique bimensuelle, couvrant la recherche sur les conflits internationaux et leur résolution. Et Connie semblait profondément intéressée et impliquée dans son travail. Pendant les années 60, elle a généralement arrêté d'écrire et de jouer de la musique. Philip se rappelait qu'après avoir quitté New York, elle semblait accepter qu'elle ne réussirait jamais comme musicienne, ce qui la dérangeait beaucoup. Une grande partie du mystère entourant Connie tient au fait qu'elle était une personne incroyablement discrète. Lorsqu'on lui posait des questions sur sa vie personnelle, ses réponses étaient courtes et abruptes, souvent de simples oui ou non. Philippe pensait qu'il était possible que sa sœur ait des difficultés avec sa sexualité, qu'elle soit lesbienne, ce qui était peut-être difficile à concilier avec son éducation profondément religieuse. Mais son neveu, Tim, a fait remarquer qu'il n'y a aucune preuve qui indiquerait même qu'elle ait jamais eu de relations amoureuses. Fait intéressant, plusieurs chansons de Connie semblent parler d'amour non partagé, de tristesse et de solitude. L'une de ses chansons, Nous vivions seuls, que l'on peut trouver sur YouTube, parle généralement du fait qu'elle semblait heureuse de vivre seule jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un. Avec les paroles disant « J'avais un travail, mes désirs étaient peu nombreux, ils l'étaient jusqu'à ce que je te veuille ». Pendant son séjour dans le Michigan, Connie est devenue fortement dépendante du tabac et de l'alcool. En 1973, elle était décrite comme épuisée et déprimée. Elle avait cessé tout contact avec ses amis à New York. Vers la fin de 1972, le Journal of Conflict Resolution a quitté l'université du Michigan, où il était auparavant hébergé, après avoir été acquis par Yale dans le Connecticut. Cette décision a bouleversé Connie, contrainte de quitter son poste. Et en réponse, ses amis et collègues se sont réunis pour financer un voyage de 8 mois en Angleterre, dans l'espoir que cela améliorerait son moral. Elle semblait s'ennuyer de la vie professionnelle ordinaire et en était malheureuse, et ses amis espéraient que le nouveau décor d'une des villes les plus remarquables du Royaume-Uni lui redonnerait de l'énergie et l'aiderait à retrouver l'inspiration. Connie aurait aimé vivre à Londres, n'ayant jamais visité l'Europe, mais cela ne la rendait pas différente. À son retour aux États-Unis, après avoir pris l'avion pour rentrer chez elle, Connie, aujourd'hui âgée de 48 ans, a accepté à contre-cœur d'accompagner sa mère lors d'un voyage en Alaska. Elle n'était pas intéressée par le voyage, disant à son frère qu'elle voulait aller en Alaska comme « je veux aller à la cave ». Mais elle a accepté l'invitation parce qu'apparemment, elle avait du mal à dire non. Philippe a suggéré que ce voyage avait peut-être vraiment été ce qui a fait basculer sa sœur. Leur mère a commencé à planifier un autre voyage mère-fille dès qu'elles sont rentrées à la maison. Et pour aggraver les choses, la femme de 48 ans venait d'apprendre qu'elle avait besoin d'une hystérectomie, ce qui a eu un impact sur son bien-être émotionnel. À l'été 1974, Connie a finalement pris la décision de quitter Ann Arbor, peu de temps avant son 50e anniversaire. Elle a écrit des lettres à sa famille et à ses amis, leur disant qu'elle allait partir et tenter de se construire une nouvelle vie ailleurs. Elle a ensuite tout emballé dans sa petite Volkswagen coccinelle et a quitté la ville. Dans l'une de ses lettres, elle a écrit «
La société humaine me fascine, m'impressionne et me remplit de chagrin et de joie. Je n'arrive tout simplement pas à trouver ma place pour m'y intégrer. Elle a aussi écrit « J'ai observé les gens élégants et dynamiques d'Ann Arbor, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, vaquant à leurs occupations quotidiennes dans les rues et les bâtiments. Et j'ai ressenti une admiration détachée pour leur énergie et leur élégance. Si j'ai jamais fait partie de cette espèce, c'était peut-être un accident social qui a maintenant été annulé. » Et dans une lettre séparée, elle ajouta « Laisse-moi partir, laisse-moi être si je peux, laisse-moi ne pas être si je ne peux pas. » Connie n'a jamais été vue ni entendue depuis sa disparition en 1974. Dans l'une de ses lettres à Philippe, elle a inclus un chèque et lui a demandé de s'assurer que son assurance maladie était payée et en règle, pendant un certain temps. Cependant, après son départ, elle lui a demandé d'arrêter à une certaine date. Connie était censée partir en voyage familial annuel au lac, mais elle était déjà partie, ses lettres ayant été envoyées au moment où le voyage a eu lieu. Quelques années après son départ, quelqu'un a dit à Philippe qu'une Elizabeth Converse figurait dans un annuaire téléphonique de Kansas City ou d'Oklahoma. Il ne s'en souvient pas vraiment, et il n'a jamais approfondi la question, affirmant que partir était son choix. J'aurais été gêné d'aller chez elle et de demander « Hé, que se passe-t-il ? Ça peut sembler horrible, mais c'est comme ça que je me sentais. » Philippe se souvenait aussi d'un souvenir en particulier quand il avait environ 11 ans lorsqu'une des amies de Connie s'est suicidée. La communauté de Concorde, se rappelait-il, avait été furieuse contre la victime, mais pas Connie. Je me rappelle qu'elle disait que mettre fin à sa vie était une décision très personnelle. Elle croyait fermement, même à l'époque, que s'il y avait bien une chose qui devait être laissée à la décision d'une personne, c'était de vivre ou non. Pendant un certain temps, Philippe soupçonnait que Connie s'était suicidée en conduisant son véhicule dans un plan d'eau, soit dans le Michigan, soit dans le Dakota du Nord. Après son départ, environ une décennie après sa disparition, la famille a essayé d'engager un détective privé pour au moins déterminer si Connie était vivante ou morte, mais il a refusé. Il a affirmé que si elle était vivante, elle avait le droit de partir et qu'il ne pouvait pas l'obliger à rentrer. En mars 2009, Laudurette Recording a sorti l'album How Sad, How Lovely, contenant 17 chansons de Connie. Avant cela, une grande partie de sa musique avait été perdue. L'intérêt pour la récupération de ces morceaux a été ravivé lorsque Gene Deitch, alors âgé de 80 ans, est apparu à l'émission de radio Spinning on Air en 2004 où il a diffusé certains des enregistrements de Connie. Au fil des ans, 2 albums ont rassemblé des artistes reprenant des morceaux écrits par Connie mais jamais enregistrés par elle. En 2020, un EP intitulé Sad Lady est sorti, comprenant 6 enregistrements de Connie. Sa musique est disponible à l'achat sur Bandcamp. Les frères et les parents de Connie sont maintenant décédés et si elle est encore en vie, elle aurait 99 ans. Il semble peu probable que nous découvrions un jour ce qui est arrivé à la musicienne. Mais malgré tout, son histoire est à la fois glaçante et tragique, car une grande partie de Connie et de sa vie reste entourée de mystères. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité, et je vous dis à la prochaine fois.